Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette première conférence des Jeudis de l'énergie organisée par la communauté de communes de l'île d'Oléron. Donc, on a le plaisir d'accueillir ce soir Amandine Loeb de l'Agence régionale d'évaluation environnementale, d'évaluation environnement et climat, excusez-moi, donc l'AREC. Avant de lui laisser la parole, je vais juste faire quelques petits rappels sur le planning prévu dans le cadre de cette série de conférences. Donc, les Jeudis de l'énergie, le principe, c'est 12 conférences sur différentes thématiques. On va déjà avoir un cycle introductif, donc ce soir et la semaine prochaine. Ensuite, nous allons enchaîner sur un cycle qui va concerner la production de chaleur renouvelable, puis la production d'électricité renouvelable, la production de gaz ensuite, ce qui nous permettra de voir un peu les différentes formes d'énergie. Et on terminera par deux conférences plus sur la mise en pratique de tout ce qu'on aura vu avant, donc qui concerneront la maîtrise de l'énergie au quotidien et la présentation des scénarios de l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc un cycle de conférences qui va s'étendre d'octobre 2022 à avril 2023. Donc tous les jeudis de l'énergie commenceront donc à 18h30. 3 manières d'assister aux conférences, soit en visio Zoom, soit en présentiel au siège de la communauté de communes. Et si vous ne pouvez pas être présent le jour J, un replay sera disponible via YouTube sur le site de la communauté de communes où vous aurez toutes les infos nécessaires. Je vais laisser la parole juste 2 minutes à Madame Villotrex, donc, qui est vice-présidente référente au sein de la communauté de communes. Donc, on va changer d'interlocuteur. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous parler déjà d'Oléron 2035. Qu'est-ce que c'est? C'est en début de mandat, en 2020, les élus ont commencé à bâtir un projet pour notre île d'Oléron à horizon 2035. Ce travail a été mené en collaboration avec les agents de la communauté de communes sous forme de séminaire et il a donné naissance à une feuille de route que nous avons appelée Oléron 2035. Cette feuille de route comprend 3 grandes orientations qui se déclinent chacune en 3 axes. Une première orientation s'intitule « Vers une île nature authentique et préservée ». La seconde orientation, « Vers une île accueillante, chaleureuse et dynamique ». Et la troisième orientation, « Vers une île engagée, innovante et exemplaire ». Cette feuille de route, Oléron 2035, est aussi une base pour l'élaboration de notre plan climat Oléron. Ce plan, adapté à notre territoire, va nous permettre de répondre à l'obligation que nous avons en tant qu'EPCI de plus de 20 000 habitants. C'est une véritable opportunité que nous avons, qui va nous permettre de planifier des actions pour lutter contre le changement climatique, comme améliorer la qualité de l'air, devenir plus sobre, plus efficace en consommation d'énergie, produire des énergies renouvelables, etc. L'objectif de ce plan est de planifier des mesures d'atténuation et d'adaptation du territoire au changement climatique. L'élaboration de ce plan a été lancée en mai 2022, elle devra être validée au printemps 2023 et ce qui va nous permettre de planifier des actions concrètes pour les 6 années à venir. Et afin de co-construire ce plan, nous mettons en place pendant 12 mois des temps d'échange et de rencontres avec les Oléronais autour des enjeux de l'énergie et du climat. Voilà, ces jeudis de l'énergie font partie de ces actions que nous menons. Voilà, ce soir, c'est le premier jeudi de l'énergie qui va être lancé. Et voilà, je vous laisse apprécier cette première conférence. Merci Madame Villotrex. Donc du coup, je continue et après on donne la parole à notre intervenante. Donc juste pour que le webinaire se déroule bien, quelques petites règles à respecter. Donc bien garder pour toutes les personnes qui suivent
la conférence à distance. Donc, bien garder caméra et micro coupés. On a la main de toute façon en cas de problème, mais voilà, faites-le d'emblée. Nommez-vous clairement dans l'espace de discussion. Si vous avez des questions pendant l'intervention, vous les écrivez, nous on va les relever, mais voilà, ça sera plus simple pour nous de savoir qui les a posées. Et donc, on peut tout à fait échanger par écrit, comme je viens de le dire. Donc, je vais laisser la parole à Madame Loeb. Juste pour préciser, on a prévu donc une intervention en 3 temps. Et à la fin de chaque temps, on prendra un moment pour prendre vos questions et y répondre. Voilà. Alors, j'arrête le partage. Un grand merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais passer maintenant à l'écran de présentation. Est-ce que vous le voyez bien? C'est bon. Ok. Bon, les tests étaient bons, donc ce serait la moindre des choses que là, ça marche bien aussi. Donc, charge me revient de vous présenter de façon globale les enjeux climat et gaz à effet de serre. Je vais vous présenter tout d'abord l'agence dont je viens. L'agence s'appelle l'AREC Nouvelle-Aquitaine. Il existe d'autres structures plus ou moins comparables dans la plupart des régions de France. Notre vocation, nous, plus spécifiquement, c'est de produire de la donnée, de produire de la connaissance. Nous sommes financés par l'ADEME et par le Conseil régional. Tout à l'heure, on verra les responsabilités de chacune des strates politiques à l'échelle de la France. On a parlé déjà du plan climat, air, énergie territoriale et on reviendra sur le rôle de la région qui est assez important en matière de transition énergétique également, en plus de celui des intercommunalités. Donc, d'où le financement d'une structure comme l'AREC qui est chargée de produire des données, de produire des bilans des consommations d'énergie, émissions de gaz à effet de serre. On travaille également sur la question des déchets de façon à apporter des éclairages. Alors, comme on a l'habitude de dire, observer pour mieux agir, c'est-à-dire que ne pas avoir d'informations n'empêche pas l'action. Mais l'idée de ce dispositif de fourniture de données, c'est de donner des clés de bonne compréhension de la situation locale auprès de l'ensemble des acteurs institutionnels, principalement ce que l'on appelle les porteurs de politiques publiques, donc les collectivités locales, des structures comme la région, l'ADEME bien sûr, et d'autres institutionnels qui prennent des décisions, des programmes d'action dans ce grand domaine qu'est la transition énergétique écologique et aussi ce qu'on appelle le champ de l'économie circulaire. En Nouvelle-Aquitaine, pour venir sur notre sujet de ce soir, le climat et l'énergie, donc nous, on anime un réseau de partenaires à l'AREC qui s'appelle l'Observatoire régional de l'énergie, de la biomasse et des gaz à effet de serre. Donc, on rassemble tous les acteurs de la région. C'est le premier petit rond là que vous voyez à droite de l'observatoire, des collectivités, des professionnels, des acteurs de l'énergie qui vont alimenter en données, ce qui nous permet de disposer de l'information que je vous présenterai tout à l'heure. Ensuite, pour votre information, le climat, le sujet du climat et les effets du climat sur la région Nouvelle-Aquitaine sont portés par un groupe de scientifiques dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Acclimatera. Donc, vous avez le lien ci-dessous. Et ce réseau édite un certain nombre de rapports sur l'état et la situation de la région Nouvelle-Aquitaine par rapport aux enjeux du climat. Donc, pour votre information, l'ensemble de ces publications, j'ai mis quelques exemples, anticiper les changements climatiques, les plans d'eau face au changement climatique, numérique et environnement. Toutes ces publications sont libres d'accès, vous pouvez les consulter à partir du site Acclimatera. Donc voilà pour les éléments de cadrage. Au sommaire de notre soirée, 3 temps qui feront l'objet chacun à la fin de chacun d'un temps d'échange. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Au tout début, on va démarrer sur le changement climatique, phénomène physique. Qu'est-ce que c'est? Vous aurez une petite vidéo qui va vous expliquer correctement les choses. Je le souhaite en tout cas. Ensuite, on va se concentrer sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre à différentes échelles, comment on les calcule aussi. On va rentrer un petit peu dans tous ces concepts-là. L'objectif, c'est vraiment de vous apporter les clés de compréhension et de connaissance ce soir. Et en troisième partie, quelques éléments aussi sur la nécessaire réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, quels sont les grands textes, quelles sont les obligations de réduction et quelles sont les pistes aujourd'hui qui sont identifiées pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre.
On est donc parti avec une première phase sur les changements climatiques et nous arrivons, alors je vais me permettre d'arrêter cette présentation pour vous passer une première vidéo de 4 minutes, donc elle est assez courte, qui reprend à mon sens correctement les premiers enjeux du changement climatique. Alors, c'est une vidéo qui a été réalisée par Le Monde, donc vous verrez tout de suite, c'est Le Monde qui est affiché et qui me semble suffisamment didactique et intéressante pour la partager avec vous. Je m'adresse à Pierre. C'est bon, vous avez accès à la première page de la vidéo? Oui, c'est bon. Eh bien, je lance. OK. J'active le son et c'est parti. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petits bombes atomiques explosant chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Donc voici pour cette, si je puis dire, cette introduction au phénomène qu'on appelle alors on l'appelle le réchauffement climatique, mais j'espère qu'avec ces premiers éléments,
vous comprendrez pourquoi il est plus d'usage de parler de changement climatique ou des changements climatiques. Parce que l'augmentation donc de gaz à effet de serre qui ont cet effet, entre guillemets, de piégeage de la chaleur et le renvoi de cette chaleur à la surface de la planète engage pas seulement une augmentation des températures, mais on a vu une modification du climat et ça peut se traduire par des augmentations très fortes de précipitations dans certaines zones et effectivement des sécheresses constatées dans d'autres zones. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien souvent maintenant, on va parler plutôt de phénomènes de changement climatique, plutôt au pluriel. Alors, je repasse au partage de l'écran avec un diaporama qui est entre guillemets moins joli, moins animé. Donc, je vous remercie de votre tolérance par rapport à ce format. Donc, un petit rappel, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'effet de serre. Donc, c'est bien un phénomène naturel et bénéfique, c'est ce qui a été dit aussi dans la vidéo. Sans effet de serre, la température à la surface de la Terre est très basse, ce serait moins 18 degrés. Mais cet effet de serre naturel, qui est principalement aujourd'hui de la vapeur d'eau et du CO2, mais d'origine entre guillemets naturelle, hors intervention humaine, garantit une planète habitable. Donc, il est tout à fait bénéfique. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Les principaux gaz, j'en ai parlé. Donc là, ce petit schéma résumé, ce qui a été présenté tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus. De façon générale, je vais vous présenter un certain nombre de schémas. Je ne vais pas tous les commenter parce que, vu ma fonction, on aime bien les chiffres, mais je vais essayer vraiment d'alléger et de retenir votre attention sur les points qui me semblent importants. Mais bien évidemment, on pourra revenir dessus si vous avez des questions. Alors, les effets de serre maintenant issus des activités humaines et à partir de maintenant, quand je vais parler des émissions de gaz à effet de serre, pour simplifier, je les appellerai comme ça, mais il faut comprendre les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, liées à l'activité humaine, ou on parle aussi d'origine anthropogénique, c'est la même chose, c'est lié aux activités humaines. Il a été démontré vraiment ce qu'on appelle cette linéarité, c'est-à-dire cette relation. On voit dans ce premier graphe, on a les températures dans la barre du haut, en ordonnée, et en abscisse, on a les émissions cumulées de CO2. Donc, ce qui a été déjà démontré, on voit dans les traits noirs qui font l'objet d'oscillations, c'est le constaté. Ce que l'on constate, c'est au fur et à mesure que des émissions de gaz à effet de serre qu'on appelle excédentaires d'origine humaine sont émises, eh bien, on a déjà un constat d'augmentation de la température. Donc, on a bien ce lien qui a été démontré depuis déjà de nombreuses années. Les premières démonstrations, je crois que c'était avant 1900, un premier lien entre le CO2 et l'augmentation des températures. Et puis après, on va voir aussi les chercheurs qui ne cessent d'attester et de confirmer le constat qui date d'un certain temps. Ce qui est particulier dans le réchauffement climatique constaté d'origine humaine, c'est son intensité, ces deux choses, l'intensité et la rapidité avec lesquelles il se produit. À titre d'exemple, on parle aujourd'hui d'un risque d'augmentation de température qui peut osciller entre, on dit 1,5, ce serait le souhaitable, jusqu'à plus 3, plus 4 degrés. Plus 3, plus 4 degrés, ça semble anodin. Mais il faut voir que c'est une température moyenne. À l'échelle du globe, quand on diminue la température de 3 degrés, par exemple, on passe à une ère glaciaire. Donc, c'est tout à fait significatif à l'échelle de notre planète. Donc, un plus 3 ou un moins 3 degrés, c'est tout à fait significatif, voire dramatique pour certaines espèces dont nous faisons partie, si ça se produit très vite. Et c'est le deuxième aspect aussi que je souhaiterais aborder avec vous, c'est que ce réchauffement climatique, ces changements climatiques se produisent à une rapidité inégalée dans le temps. C'est-à-dire qu'auparavant, la Terre avait connu un passage en ère glaciaire, un repassage en climat plus tempéré, mais ça prenait plusieurs dizaines de milliers d'années. Là, on voit les premiers phénomènes. Les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine augmentent depuis l'ère industrielle, donc les années 1750, on dit 1800. Donc, c'est une rapidité en quelques centaines d'années. L'homme a eu un effet sur le climat sans précédent et qui s'est traduit par une rapidité complètement inédite. Donc, c'est bien là aussi au cœur de nos préoccupations sont particulièrement aiguës, c'est sur cette notion de rapidité, c'est quelle va être la capacité de nos écosystèmes à réagir face à ce changement sans précédent, donc en intensité mais aussi en rapidité.
Donc, l'objectif, on est bien sur une logique de se dire ces émissions de gaz à effet de serre, et on verra après les mesures et les objectifs, essayons de ne pas trop les augmenter de façon à ne pas augmenter la température moyenne à la surface de nos globes de plus de 2 degrés. On revient sur ce qui fait de l'effet de serre. Un petit concept, c'est les différents gaz à effet de serre qui contribuent à cet effet. Donc, on a principalement le dioxyde de carbone, le CO2, on en a déjà parlé. Et on va en parler beaucoup parce que ce CO2 est à l'origine, est issu de la combustion d'un certain nombre de ressources qu'on appelle fossiles, donc pétrole, gaz naturel, charbon. Ce sont des ressources fossiles parce qu'elles étaient piégées dans nos sous-sols depuis des centaines de millions d'années, donc à une échéance très très lointaine, et évidemment les exploiter pour pouvoir utiliser de l'énergie, et ce sont des énergies très très efficaces, et en plus transportables, notamment pour les produits pétroliers. C'est ce qui explique leur succès. Vous aurez d'autres séances sur l'énergie, donc on ne va pas se focaliser là-dessus aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est principalement le fait de brûler du fuel ou des carburants dans nos véhicules, l'utilisation aussi de gaz naturel, principalement pour des usages de chauffage ou des usages industriels, qui vont faire du CO2, donc émettre des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre aussi peuvent être issus de certaines activités industrielles. Pour fabriquer du ciment, par exemple, et le process induit du CO2. Donc, il est important puisque c'est plus des 3/4, 76% des émissions, alors on dit anthropiques, donc issues des activités humaines, de gaz à effet de serre. Ensuite, on va trouver le méthane. Le méthane, c'est un gaz qu'on va retrouver principalement dans des activités d'origine agricole. Le méthane, c'est ce qui est rejeté par la rumination, la digestion du bétail principalement. Donc ça va faire du méthane en quantité qui peut être parfois importante. Certaines cultures vont émettre particulièrement du méthane, comme les rizières. La riziculture est un émetteur important de méthane. Et on va retrouver aussi du méthane associé aux émissions dans les décharges. Dès qu'il y a une décomposition hors la présence d'oxygène, et on va avoir une émission de méthane. Ensuite, on va retrouver le troisième gaz, donc 16%. 6%, donc en moindre quantité, on a ce qu'on appelle le protoxyde d'azote. Alors, il s'appelle N2O. Il est aussi issu des activités agricoles lorsqu'on va épandre des engrais azotés, par exemple, donc pour pouvoir amender les sols et favoriser la croissance de nos cultures. Ce protoxyde d'azote va être émis. Donc, c'est principalement son origine, mais on va le trouver aussi dans d'autres activités type combustion de la biomasse. Il va y avoir un peu d'émissions de protoxyde d'azote. Et enfin, on va trouver des gaz en très petite quantité, ce qu'on appelle les gaz fluorés, les fuites qui peuvent émaner de nos climatiseurs, par exemple, ou de nos systèmes de réfrigération. On risque d'émettre ce qu'on appelle des gaz fluorés. Ils ont différents noms, je ne rentre pas trop dans le détail ici, mais ils sont petits mais costauds, je dirais, parce que quand on regarde sur le graphe sur le côté, vous avez ici l'illustration de la capacité de chacun de ces gaz à faire de l'effet de serre. Donc, il y a des termes, c'est le pouvoir de réchauffement global. C'est un terme qu'on utilise pour qualifier ces gaz et identifier leur capacité à avoir ce rôle d'absorption et de réabsorption des rayonnements infrarouges, donc de la chaleur, et qui contribue au réchauffement de notre planète. Donc, on voit que, par exemple, les gaz fluorés, ils vont avoir un rôle qui va être de 1000 à 20 000 fois le rôle du CO2. Si on met 1 kg, par exemple, à l'effet du CO2, l'effet de serre du CO2, le méthane, c'est 28 fois. Et le protoxyde d'azote, c'est 264 fois. Donc, gardez bien à l'esprit que ces émissions, même si elles sont faibles, notamment les fluides frigorigènes, leur impact en termes de gaz à effet de serre est tout à fait significatif et important. Donc, cette unité, ce qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global, il est utile parce qu'après, dans un certain nombre de chiffres, on va parler d'équivalent CO2, de tonnes équivalent CO2, de gigatonnes, de mégatonnes équivalent CO2. Eh bien, c'est l'unité de mesure qu'on va prendre pour l'ensemble de ces gaz à effet de serre qui permet de mesurer le poids des émissions à différentes échelles. Donc, voilà pour cette première explication. Autre chose, donc le diaporama vous sera rendu complètement accessible et j'ai fait en sorte vraiment au maximum de citer systématiquement les sources que j'utilise pour chacun des schémas, des graphes que je vais vous présenter aujourd'hui. Et à chaque fois, vous avez en italique la source avec le lien.
sur lequel vous pouvez vous rendre. Là, c'était une brochure alors qui était intéressante parce qu'elle elle date de 2015, donc un peu ancienne en termes de chiffres, mais vous avez toute une série d'explications tout à fait intéressantes. Ces gaz à effet de serre, on les mesure souvent depuis 90, mais évidemment, il existe des mesures beaucoup plus anciennes. Là, c'est parce que la plupart des grands engagements internationaux portent comme année de référence l'année 1990 et on voit les émissions de gaz à effet de serre depuis. Donc, vous avez une couleur par type de gaz, on retrouve notre CO2. Ensuite, le CO2, mais qui est utilisé, qui est émis, par exemple, quand on va brûler une forêt, il y a du CO2, c'est une combustion, donc qui va être émis dans ce cadre-là. Après, on va retrouver en rouge le méthane et puis protoxyde d'azote et les fluides frigorigènes. Le constat que l'on fait, en 1990, on était un petit peu moins de 40 donc, gigatonnes, équivalent CO2. Et vous voyez qu'on se retrouve en 2019 à près de 60 gigatonnes. Donc, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre émis. Donc, on est bien loin d'être dans une logique de ralentissement. On est dans une logique d'augmentation très régulière de ces émissions de gaz à effet de serre. Avec un enjeu, bien sûr, d'une réduction massive. Donc là, j'ai cité un graphe. Vous voyez que je commence avec l'anglais parce que j'utilise la source d'un groupe international d'experts sur le climat qui s'appelle le GIEC. Quelques secondes sur le GIEC. Le GIEC, c'est un ensemble de scientifiques qui sont mandatés par des pays qui proposent des noms de scientifiques. C'est une organisation qui est issue à la fois de l'Institut international météorologique et également du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ce GIEC, c'est un ensemble de scientifiques chargés de compiler, d'analyser l'ensemble des publications scientifiques relatives au changement climatique et de réaliser des rapports. Donc, ils sortent tous les 6 ans. Aussi bien sur les effets physiques du changement climatique, sur les mesures pour limiter le changement climatique, etc. Et donc, ces rapports font référence puisqu'ils compilent tout un savoir de climatologues de toute une série de pays et d'autres disciplines scientifiques. Et donc, j'ai pris directement à la source les graphiques issus du GIEC. Donc, en anglais, c'est IPCC. Mais en français, c'est GIEC, Regroupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Je reviens aussi sur les gaz à effet de serre. Donc, on a parlé de ce qui était émis, mais je souhaitais faire un petit point sur la capacité de notre globe à absorber le gaz à effet de serre et notamment le carbone. On voit que le carbone est responsable pour une grande part des gaz à effet de serre. Il faut voir que, donc vous avez sur ce graphe, le premier graphe, le bâton, ça représente tout ce qui est émis, comme CO2, mais une partie est absorbée. Donc, il y a une partie qui est absorbée déjà sur Terre, au niveau des forêts, qui ont une capacité d'absorber du CO2. Il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Grâce au CO2 absorbé, les plantes construisent toute leur structure carbonique, organique, et donc leur croissance. Donc, il y a une partie de carbone qui est absorbée sur Terre, mais aussi au niveau des sols, au niveau des prairies, par exemple. Là, il y a une absorption de CO2. Également au niveau des océans. Ça a été dit dans le film tout à l'heure, avec le risque de l'acidification qui a été bien identifié. Et donc, quand on va mesurer l'augmentation de la concentration en CO2, on va évidemment déduire ce qu'on appelle des puits de carbone. C'est la capacité des milieux à absorber ce CO2. Donc voilà pour ce petit point. Et je vous ai listé ce que dit le GIEC aujourd'hui. Donc chaque mot compte dans un rapport du GIEC. C'est un fait établi sans équivoque. Le réchauffement déjà constaté, la vidéo est déjà un peu ancienne, on est déjà à plus 1 degré. Le niveau moyen de la mer s'est déjà élevé de 20 cm. Les concentrations actuelles sont les plus hautes depuis au moins 2 millions d'années de CO2. Et le rythme de réchauffement de la température est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Vous avez également la référence. Les conséquences de ces changements climatiques sont très variées et peuvent venir souvent avoir un rôle d'aggravation de phénomènes qu'on constate déjà, par exemple le manque d'eau. Là, je vous ai listé toute une série d'impacts qu'on observe déjà aujourd'hui et qu'on risque d'observer de façon aggravée de plus en plus. Donc, avec en bas, vous avez les risques de désertification. La déforestation, bien sûr, va avoir un effet d'accentuation, d'aggravation du changement climatique, mais aussi, plus le changement augmente, moins les arbres pourront croître. La perte de biodiversité, donc c'est toute la diversité du vivant qui risque d'être impactée par une augmentation brutale de phénomènes extrêmes ou de température. Évidemment, question sur l'approvisionnement alimentaire lié au manque d'eau, des enjeux aussi sur la santé publique, la dégradation des qualités de l'air et des écosystèmes.
En France, et puis je vais finir avec cette première partie, les impacts sont déjà visibles puisque on a un certain nombre de faits déjà mesurés avec une recrudescence des feux de forêt. Donc ça, c'est une publication qui date déjà d'1 an, mais on a vu avec cet été une aggravation forte et majeure des feux de forêt intenses et de grandes proportions sur notre territoire, une diminution de l'enneigement. Donc la température moyenne, on est conforme avec la température au niveau des terres du globe, à plus 1,5 degrés, et des constats de sécheresse jusque sur nos territoires, hein, puisque en ex-Poitou-Charentes, sur notre zone, il y avait zone de déclaration de sécheresse avancée sur des périodes de plus en plus longues. Voilà pour cette première partie, donc, qui était vraiment sur les effets du changement climatique de façon globale et un dimensionnement global des enjeux. On fait une première petite pause là-dessus pour recueillir quelques questions, quelques remarques. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de discussion dédié. Pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, j'en ai quand même quelques-unes, même si le temps passe un peu. C'est par rapport aux gaz à effet de serre qui ont été cités, qui sont, on l'a compris, plus ou moins costauds. Est-ce qu'ils ont la même durée de vie dans l'atmosphère, ces gaz à effet de serre? Non. Est-ce qu'il y en a qui durent plus longtemps que les autres? Oui, tout à fait. Alors, à titre d'exemple, je ne vais pas vous surcharger de chiffres, hein, mais tout ça, évidemment, on peut l'avoir assez vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, un gaz comme le méthane, et d'ailleurs, il est de plus en plus ciblé par comme piste d'action rapide du GIEC, dure moins longtemps dans l'atmosphère. Donc, on voit qu'il a un pouvoir de réchauffement important, mais il reste moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2, par exemple, qui peut rester jusqu'à une centaine d'années. Donc, votre remarque est d'autant plus pertinente qu'il faut intégrer dans les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre cette inertie et cette capacité des gaz à effet de serre à rester longtemps dans l'atmosphère. Donc, on a parlé des deux principaux. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, on se dit peut-être qu'il serait intéressant de cibler une réduction des émissions de méthane de façon à avoir un effet plus important que si on s'attaque au CO2 qui de toute façon, en fait, on est déjà sur le CO2 qui a été émis, il y a même plus d'une centaine d'années. Donc tout à fait, ils ont des capacités, des durées de vie dans l'atmosphère qui sont tout à fait distinctes. Oui. Alors ça a fait venir une question sur l'élevage intensif. Est-ce que l'élevage intensif de bovins en fait partie ou d'autres animaux? Alors, j'imagine sur les émissions de méthane que vous avez citées. Tout à fait. Clairement, c'est la raison pour laquelle on verra après dans les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle vous avez dû constater, on parle de notre alimentation et notamment de viande rouge. Il est vrai que les bovins, avec leur système digestif, émettent massivement du méthane. Donc, ils font partie des origines des émissions de gaz à effet de serre qui sont tout à fait importantes. On verra pour les chiffres de la région Nouvelle-Aquitaine, une région fortement agricole. Les émissions de méthane sont tout à fait significatives. On est à peu près dans les mêmes proportions. Ce n'est pas le principal gaz, mais c'est un sujet suffisamment significatif pour pouvoir devoir être ciblé par des mesures spécifiques. Et ce qui est pas rien, c'est parce que c'est vraiment en lien avec l'alimentation, parce que se dire, par exemple, la mesure, ce qu'on dit tout le temps, se dire on arrête l'élevage au niveau local, si c'est pour qu'on continue à s'approvisionner dans des pays très lointains, on va aggraver les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment toute la complexité et la logique qu'il faut garder à l'esprit, sans compter que l'élevage, par exemple, avec le fait de paître dans des prairies, il peut y avoir des effets bénéfiques aussi au niveau paysager. Donc, ce sont des sujets qui sont à avoir toujours à avoir en tête de façon globale. Mais d'un point de vue chiffre, tout à fait, l'activité d'élevage est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre, donc de méthane principalement, tout à fait significative et importante. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Là, comme l'heure tourne, je vous propose de poursuivre sur la deuxième partie. On continue. Donc, je vous ai illustré ici qui est à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans le dernier rapport du GIEC, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est en anglais, il y a du graphe. On va passer vite, mais quelques idées à retenir. Vous avez les bâtons avec les grandes zones du monde. Donc, on a
l'Amérique du Nord et l'Europe, ce ne sont pas les chiffres qu'on voit d'habitude quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, de la dernière année. Là, ce sont des émissions de gaz à effet de serre cumulées. Donc, ce que je trouve intéressant, parce que c'est la logique de responsabilité historique. Et on voit qu'on parle souvent de la Chine, qui est un acteur important, hein, c'est Eastern Asia, c'est l'Asie de l'Est. Donc, on voit en position 3 des émissions de gaz à effet de serre cumulées, on voit l'Asie et principalement la Chine, mais la responsabilité principale, c'est bien l'Amérique du Nord en premier, l'Europe en deuxième position, parce qu'on va identifier toutes ces émissions de gaz à effet de serre cumulées. Et ce que l'on disait tout à l'heure, notamment pour le CO2, c'est des gaz à effet de serre qui restent encore dans l'atmosphère. D'où le calcul, et je trouve la représentation intéressante. Donc, c'est toute émission cumulée répartie par pays. Donc, Amérique du Nord 1, Europe, Asie de l'Est. En bleu, quand on est sur des émissions qu'on dit d'origine énergétique, ou aussi d'origine des activités industrielles, mais c'est principalement de l'énergie. Et en jaune, c'est des usages issus, par exemple, de la déforestation, l'usage plutôt rattaché aux terres et à changement d'utilisation des terres. Par exemple, on va partir d'une forêt à un champ cultivé, on va perdre de l'absorption de gaz à effet de serre, d'où par défaut des émissions, surtout s'il y a de la combustion. Donc, on voit que dans certaines zones, ce n'est pas tant une affaire d'énergie qu'une affaire de déforestation, par exemple, hein, dans l'Amérique latine et Caraïbes. Donc, voilà pour ce premier panel, mais souvent, on montre aussi les choses par habitant, parce que c'est une autre logique de responsabilité, en se disant, si on met en place des politiques par habitant, de combien il faut réduire. Donc, on voit que là, la photo change un petit peu. C'est le graphe de droite, avec en première position donc, les émissions équivalent CO2 par habitant. Donc, on voit, on n'est pas loin de 20 pour un Nord-Américain. Et pour quelqu'un d'Asie du Sud, on est à peu près à 2,5. En Afrique, on est moins de 5. En Europe, on est pas loin de 10. Quoi. Voilà à peu près ce panel. Donc, on voit que ces deux aspects sont importants à avoir en tête. Les émissions globales réparties par pays, qui doit réduire en premier, et puis aussi par habitant, ça donne aussi une idée du niveau de vie, et puis aussi des besoins de réduction si on les rattache à cette échelle-là. Donc voilà pour ce premier panel de répartition. Un petit point méthodo, logique. C'est-à-dire que quand on va mesurer, on a vu les émissions par pays, on appelle ça les émissions territoriales. C'est-à-dire qu'on va regarder, là vous avez toute une série de schémas, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, les flèches rouges par le haut, de ce qu'on appelle le premier périmètre. Il y a le terme anglais qui s'appelle scope, peu importe. On va regarder aussi, par exemple, je fabrique de l'électricité, et cette électricité, donc les usines d'électricité qui fabriquent l'électricité vont émettre des gaz à effet de serre, et puis après, je les réutilise évidemment pour mes activités. Donc, on va passer à ce qu'on appelle le deuxième scope. Ça, c'est ce qu'on appelle les émissions d'un territoire, les émissions qu'on peut rattacher à un pays ou à une région. Donc, c'est important pour pouvoir se mesurer, se comparer et fixer des objectifs. La plupart des objectifs, c'est sur ces périmètres-là. Mais il est intéressant d'avoir une idée de ce qu'on appelle un périmètre plutôt de responsabilité. C'est je vais m'intéresser aussi, moi, en tant que, par exemple, Français, aux émissions de gaz à effet de serre liées à ma consommation de biens, des biens qui peuvent être fabriqués dans d'autres pays. Si je les utilise quelque part, avec mes objets, il y a une partie de CO2 qui a été émise pour leur fabrication, leur transport et leur acheminement jusque chez moi. Donc, on a ce qu'on appelle les émissions, ce qu'on appelle le troisième périmètre, qui sont liées aux imports. Et parfois, on va déduire du coup ce qui est exporté pour vraiment avoir ce périmètre de responsabilité qu'on appelle l'empreinte carbone. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter ces éléments qui sont deux éléments d'analyse qui me semblent importants. Pour pouvoir se comparer entre pays, entre régions, on a bien l'approche qu'on appelle inventaire, émissions de territoire, mais pour avoir une logique, une vision complète des émissions, par exemple liées à l'alimentation, hein, c'est l'approche empreinte qui est plus pertinente. Donc, dans les deux cas, c'était un petit schéma pour vous expliquer un peu ces différents enjeux. Et puis, on va prendre le dernier point. Souvent, les émissions, c'est une chose, mais on va mesurer aussi l'effet puits de carbone à l'échelle d'un territoire. Et c'est ce qu'on appelle le stockage carbone des sols. Ou des forêts, et qui est tout à fait important aussi dans une logique de réduction. Donc, vous voyez que cette empreinte carbone, et entre l'inventaire, ce qu'on appelle les émissions du territoire, en France, on est à peu près à 440, là on a même diminué, on est en dessous des 400 maintenant, donc on n'est plus en gigatonnes qui sont des milliers de mégatonnes, on est en mégatonnes à l'échelle d'un pays comme la France, c'est à peu près 1% des émissions mondiales.
Quand on fait la partie inventaire, notre périmètre territorial, on est à 440. Mais quand on regarde les émissions associées à nos importations, notamment quand on achète des produits qui sont fabriqués par exemple en Chine, qui pour son électricité notamment utilise massivement du charbon, donc les émissions importées dans notre empreinte est plus élevée. Et donc on monte jusqu'à peu près 600 millions de tonnes équivalent CO2, et par habitant, donc on est plutôt près des 10 tonnes. Donc c'est la raison pour laquelle on va retrouver ces 10 tonnes un peu partout. En France, on émet comment et à quel rythme? Eh bien, il faut savoir que nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire diminuent. En millions de tonnes, on était à plus de 500 dans les années 90. Donc, on suit une pente descendante aujourd'hui. Alors, c'est encore insuffisant, on va parler des objectifs après. Mais gardez en tête que notre inventaire, les émissions de notre territoire diminuent. Quand on regarde sur l'empreinte, on a également cette diminution, mais on voit ce qui est en bleu plus foncé, c'est ce qui est associé aux importations. Donc, autant les émissions, je dirais, internes diminuent, mais ce qui est associé aux importations, il y a une augmentation forte en 2005 et en 2010. Là, on se tasse légèrement, mais on est loin de la diminution franche. Ces émissions sont liées à, principalement, on a le secteur des transports, pour la partie jaune qui est l'utilisation de l'énergie. On a aussi le résidentiel et tertiaire. Résidentiel, ce sont les particuliers, et tertiaire, c'est tout ce qui est immeuble, bureau, administration. Et enfin, on a l'industrie. Non négligeable également, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le rôle des activités agriculture et élevage. On a parlé de protoxyde d'azote et méthane, et on a un poids tout à fait significatif également. Maintenant, on va zoomer encore plus. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, donc ça, sont des chiffres que nous, on produit à la REC, par exemple, c'est notre travail. Donc, on était à peu près à un peu moins de 400, un petit peu moins de 400 mégatonnes de CO2. On zoome. En région, on est, les derniers chiffres de 2020, c'est 393. On est à 45 millions de tonnes, nous, en région Nouvelle-Aquitaine, donc un peu plus de 10%. C'est de l'énergie principalement, aux 2/3, un petit peu comme au niveau national. Et quand on regarde par secteur d'activité, le premier secteur, on est sur une grande région immense avec un habitat plutôt dispersé. Donc le principal secteur, qui est en plus un secteur pour lequel majoritairement nos carburants sont d'origine fossile. Donc tout cela fait que c'est le secteur des transports qui vient en premier. Aux 2/3, les déplacements des particuliers, 1/3, les transports de marchandises. Donc ça fait 38%. Ensuite, le secteur agriculture, forêt, pêche, avec massivement des émissions liées, on a vu protoxyde d'azote et méthane. Ensuite, on va trouver le chauffage de nos logements, c'est ce qu'on appelle le secteur résidentiel, également d'autres usages énergétiques, mais c'est principalement le chauffage, à 70%, on va dire, de ce secteur résidentiel. L'industrie, 10%. Le tertiaire à 8%, et un petit secteur qui est le secteur des déchets, puisqu'on a des émissions de gaz à effet de serre dans les décharges, on en a parlé tout à l'heure. Les gaz induits, c'est le CO2 principalement, et ensuite méthane, protoxyde d'azote et fluide frigorigène. Comment évoluent ces émissions? Donc, on a vu au national, ça diminue. En région Nouvelle-Aquitaine, on avait une augmentation forte de 90 jusqu'à 2005 à peu près, et une baisse régulière. On a eu une véritable chute de l'année 2020 avec la crise sanitaire où les transports ont été bloqués une bonne partie de l'année, ont été arrêtés. Et comme on voit que c'est un secteur majoritaire, du coup, les émissions ont diminué de 8%. Donc, autant de diminution en un an qu'on avait mesuré entre 2010 et 2019. C'est pour vous donner une idée de la réduction importante qui a eu lieu entre 2019 et 2020. Avec le bémol, c'est qu'en 2021, la reprise d'activité ont fait que les émissions sont remontées. Si on passe à l'empreinte carbone de notre région, donc là, on a vu tout à l'heure ce que c'était avec les émissions induites par nos activités. On voit que le premier poste, c'est l'alimentation. Les biens matériels, ça vient en deuxième. Les déplacements de personnes, on les retrouve également. Et ensuite, tout ce qui est dépenses pour les logements, on intègre aussi la construction, des matériaux, etc., avec l'approche empreinte carbone. Et on voit qu'on était à 45 millions et on passe avec l'empreinte à 63 millions de tonnes. Et cette empreinte, contrairement aux émissions du territoire qui diminuent en 2005, elle a plutôt tendance à être stable. Ça augmente légèrement et en 2015, c'était la dernière mesure. Et on voit que par habitant, par contre, on a une réduction.
Donc voilà pour la présentation. Donc là maintenant, on était rentré un peu plus dans les émissions de gaz à effet de serre et on les a caractérisées à différentes échelles. Donc là, on va faire une petite pause aussi. Je sais que c'est beaucoup d'informations, donc la petite pause, ça vous permet aussi peut-être de m'entendre un petit peu moins déjà et puis de recueillir vos questions. Alors, il n'y a pas encore de questions. Je vais essayer d'amorcer comme tout à l'heure. Moi, j'aurais aimé revenir sur la notion d'empreinte carbone. On entend souvent parler de bilan carbone. Est-ce qu'il y a une différence entre bilan carbone et empreinte carbone? Et si oui, laquelle? C'est un petit peu différent, mais l'esprit est à peu près le même. Hein. Le bilan carbone, souvent, il va être rattaché. Là, l'empreinte carbone est rattachée à un territoire. Hein, c'est fait au niveau national. Le bilan carbone, ça va être souvent utilisé à l'échelle d'une organisation, d'une collectivité, d'une entreprise. Et l'entreprise qui va faire son bilan carbone va regarder l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à son activité, mais au sens large, au déplacement de son personnel. Et c'est une méthode qui a été développée et qui a le label, qui s'appelle bilan carbone. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, bilan carbone, c'est ce qu'on va utiliser pour identifier l'ensemble des émissions. Donc, on n'a pas une notion d'import-export, hein, mais on va prendre l'activité d'une structure et on va regarder toutes les émissions de gaz à effet de serre, pas seulement directement émises, donc la consommation d'énergie, la flotte de véhicules, mais tout ce qui est induit par l'activité de l'entreprise. Donc, on en parlait de la déplacement de son personnel, des voyages, du contenu carbone qui est lié à la fabrication, si c'est une industrie manufacturière, des matières premières qu'elle va utiliser. Même si ce n'est pas elle qui les émet, on va intégrer l'ensemble de ces aspects, le contenu carbone des bâtiments que la structure va utiliser. Donc, on est bien dans une logique, je dirais plus empreinte, mais l'empreinte, souvent, on va le réserver pour un territoire. Et le bilan carbone, c'est plus pour une organisation, une collectivité, une entreprise. Alors, on a une question de André qui souhaiterait un peu plus de détails sur les transports. Alors, sur les transports, donc, comme je l'indiquais, le secteur des transports, donc, on retrouve ici 2/3 les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc, c'est principalement du transport routier. On utilise une méthode qui permet à la région de se comparer à des objectifs fixés par l'échelle nationale. Donc, je fais cette petite aparté-là, ce qui explique la méthode de comptabilisation. Donc, dans le transport, on va prendre principalement le transport routier, tout ce qui est transport ferroviaire sur le territoire. Là, si c'est la région, le périmètre du territoire régional. Et on va prendre qu'une petite partie du trafic aérien qui correspond aux arrivées et départs des avions sur le territoire régional. Donc, c'est qu'une toute petite partie parce que le transport aérien est comptabilisé par ailleurs. Donc, c'est vraiment pour se caler dans une méthode qu'on est principalement, je dirais, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sur du routier. Et donc, sur du routier, un petit peu de ferroviaire, mais c'est vraiment en petite proportion par rapport au reste. Et les 2/3 de ce transport, donc principalement routier, c'est les déplacements des particuliers pour aller travailler, etc. Et 1/3, c'est les déplacements de marchandises. Marchandises qui transitent ou qui s'arrêtent ou qui partent de la région. Là, pour le coup, c'est une approche vraiment de ce qui transite sur nos axes routiers de façon globale. D'accord. OK. Alors, on n'a pas d'autres questions. Donc, je vous propose d'enchaîner là sur la troisième partie. Donc, on a vu le dimensionnement maintenant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je reviens au GIEC qui a identifié, donc ce groupement a identifié différents scénarios. Et ça, c'est le dernier rapport du GIEC en 2021. Ils ont changé leur méthode par rapport au rapport précédent qui datait de 6-8 ans plus tôt. Et ils ont fait des trajectoires, ils ont mis en regard. Donc, vous avez le graphe du bas, c'est dire, bon, à combien on veut maintenir l'augmentation de température, en gros, pour rester dans une planète qui reste vivable, notamment pour notre espèce humaine. Le GIEC dit il faut pas qu'on maintienne, qu'on augmente la température au-delà de 1,5 degré, ce serait souhaitable, voire, 2 degrés maximum. Et donc, ça, ce sont les courbes plutôt bleues, violettes. Et après, il y a peut-être la courbe orange, mais qui va un peu au-dessus. Et ils ont traduit les nécessaires évolutions, la courbe d'évolution des gaz à effet de serre pour pouvoir arriver à cette trajectoire. Donc et là, on a vu que notamment pour le CO2, comme il reste longtemps dans l'atmosphère,
il ne faut pas se contenter d'un petit peu de le réduire petit à petit, mais pour qu'il reste dans l'atmosphère, qu'on ait le moins possible de CO2 dans l'atmosphère, en gros, chaque tonne de CO2 de gaz à effet de serre compte, il faut s'engager dans une trajectoire de réduction massive de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a différents scénarios et quand on passe en dessous du zéro, ça veut dire que le CO2 est évidemment absorbé de façon très, très importante. Il faut qu'on ait plus d'absorption que d'émissions. Donc, c'est ça les courbes négatives de CO2. Et différents scénarios qui seront issus aussi de différentes réponses que nos sociétés seront capables d'adopter, notre capacité à mener des mesures pour pouvoir plus ou moins rapidement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ce sont les scénarios qu'a émis le GIEC. Et sachant qu'on a vu tout à l'heure, on a estimé le nombre d'émissions mondiales cumulées, on les a vues réparties par pays, là, par grande zone, c'est à peu près 2600 gigatonnes de CO2. Et vous avez ce petit graphe qui montre, si on veut maintenir un monde à pas plus haut, une augmentation pas plus haute d'1,5 degré, il ne faut pas émettre à partir de maintenant plus de 400 gigatonnes. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, il ne faut pas émettre plus de 1150 gigatonnes à partir de maintenant, du constat où a été fait, c'est l'année 2021-2022. Si on garde à l'esprit qu'aujourd'hui, nos émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter, on n'est déjà pas loin de 60. Si on reste au même niveau qu'aujourd'hui, à 59 gigatonnes, en gros, il ne nous reste plus que 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre. Après, je dirais, entre guillemets, à ce rythme-là, on est garanti d'avoir une augmentation qui va après bien au-delà des 2 degrés. Hein. C'est pour avoir en tête cet ordre de grandeur, c'est 20 ans de fonctionnement tel qu'il est actuellement. C'est 1150. Et c'est ce que je disais pour ce seuil de 2 degrés qui est à garder à l'esprit parce qu'aujourd'hui, la plupart des grands textes internationaux, nationaux, régionaux, locaux visent le maintien de cette trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour qu'on reste en dessous de l'augmentation des 2 degrés. Donc, ça vient vraiment de ces travaux-là. C'est pour ça que j'insiste particulièrement là-dessus. Voilà la trajectoire du coup que la France s'est donnée, qui est de fixer différentes balises. Donc là, on voit les émissions, à nouveau un graphe de 90. On a les différents secteurs, hein, on retrouve l'agriculture en haut, on a l'industrie, le bâtiment, les transports, différentes émissions nettes de gaz à effet de serre, la situation de 2015 et la situation souhaitée par la France dans sa stratégie nationale bas carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on parlait pendant un temps d'un facteur 4 à 2050. Là, maintenant, on est dans une logique de neutralité carbone, à savoir, on ne veut pas émettre plus de gaz à effet de serre que la Terre ne peut en absorber, donc dans les océans ou sur nos surfaces terrestres, via les forêts, etc., les sols, les prairies. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone et la France s'est fixé un objectif d'atteindre cette neutralité carbone. Alors, le GIEC dit vers 2075 si on restait en dessous de 1,5. Si on vise plutôt les 2 degrés, pour rester en dessous d'1,5, c'est la neutralité carbone vers 2050. Et donc, ça se traduit par finalement des budgets carbone à respecter si on veut se maintenir dans cette pente-là. Donc, on raisonne les budgets de carbone aussi par an et par habitant. On a vu qu'en France, tout à l'heure, notre empreinte carbone, on n'est pas loin de 10 tonnes de CO2 par habitant. Le budget de carbone et la trajectoire qui est issue des travaux du GIEC nous dit qu'il faut atteindre, il faut être entre 1,6 et 2,8 tonnes de CO2 par an et par habitant, hein, à terme. Donc, ce qui revient à peu près, donc ça c'est du CO2, si on met tous les gaz à effet de serre, ça fait 3 tonnes équivalent CO2 et par habitant et par an. C'est une balise à avoir en tête pour mesurer l'effort qu'il nous reste à faire si on veut se mettre dans la trajectoire. Donc, tout à l'heure, ça a été rappelé, les mesures à prendre. On a ce qu'on appelle l'atténuation. L'atténuation, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais évidemment, de plus en plus, on est rentré dans l'ère des conséquences. Ce sont les mesures d'adaptation. Donc, comment adapter le milieu, essayer de réduire l'incidence des changements climatiques sur nos territoires, sur nos activités, sur nos sociétés. Donc, on est bien sur
le maintien de ces deux mesures ensemble. Hein. On est lié à mettre en place ensemble ces deux mesures pour pouvoir continuer un fonctionnement qui est souhaitable. Donc, je vous ai listé un peu la cascade des textes qui existent et pour vous faire prendre conscience que ces mesures-là figurent dans un certain nombre de textes. Donc, on retrouve les accords de Paris. Les accords de Paris, je ne sais pas si je pense que vous en aviez entendu parler. Hein, ils ont fixé justement un objectif de maintenir l'augmentation des températures mondiales au-dessous de 2 degrés d'ici 2100. Au niveau européen, on a différents textes, hein, et je vous ai cité le plus récent. Donc, c'est un texte qui vise une réduction de plus de 50%, de moins de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est demain. Donc, quand on voit la courbe, ça diminue, mais là, la réduction qui est imposée est drastique et beaucoup plus forte que la pente qu'on a jusqu'ici. On a vu en région, hein, moins 8%, on a fait ça en pas loin de 10 ans. Bon, on a une année de réduction, mais on est loin de se mettre dans la pente pour atteindre, et on va regarder ça tout à l'heure, l'objectif qui est la neutralité carbone en 2050. En France, on s'est approprié l'objectif aussi de neutralité carbone. Et on a fixé des balises intermédiaires avant 2050 avec moins de 40% de la consommation d'énergie fossile et d'augmenter la part d'énergie renouvelable, en remplacement de ces énergies fossiles notamment, de la porter à 33% du mix énergétique d'ici 2030. La région, elle a un rôle de planification sur le sujet énergie et climat. Elle doit mettre en place ce qu'on appelle un schéma. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon schéma régional d'aménagement, développement durable, égalité des territoires. Il fixe des objectifs applicables après sur l'ensemble du territoire régional. Objectifs aussi qui sont en pleine file avec l'enjeu de neutralité carbone à 2050, avec un objectif de moins 45 d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2010. C'était avant que la feuille de route européenne sorte, donc on peut s'attendre à ce que ces objectifs soient prochainement revus pour se caler dans la trajectoire européenne. Plus les textes arrivent, plus les avis du GIEC arrivent, plus les constats et les diagnostics s'aggravent, ça c'est le constat que l'on peut faire, et plus les objectifs de réduction se resserrent, surtout dans un contexte où la courbe de réduction n'est pas encore à niveau. Et on retrouve notre échelle locale et le plan climat-air-énergie territorial, donc tout ça a une vraie cohérence. À l'échelle de la communauté de communes de l'île d'Oléron, c'est bien ce plan climat-air-énergie territorial dans lequel vous vous êtes fixé des objectifs de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre, de vos consommations énergétiques, et avec des objectifs aussi d'essor et de développement des énergies renouvelables. Donc, ce schéma sert à vous expliquer qu'il existe un grand nombre de textes et qui sont d'une ambition, dont les objectifs sont d'une ambition assez forte. Après, il y a des enjeux de mise en œuvre qui sont tout à fait importants derrière. Donc là, on voit la trajectoire en France, à quoi elle correspond. Donc, on voit la courbe de réduction jusqu'ici. Ce qu'on appelle les budgets, c'est des balises d'émissions de gaz à effet de serre à atteindre et à ne pas dépasser à différentes années. Donc, on voit qu'on était jusqu'ici pas complètement dans la courbe. On a une diminution attendue en 2020, mais les premiers chiffres 2021 montrent qu'on est déjà remonté. Donc, une trajectoire de réduction qui est importante. Et on voit un dimensionnement là de l'empreinte carbone telle qu'elle est actuellement, avec en bleu le CO2 et en orange les autres gaz à effet de serre. Là, c'était 11 tonnes, mais c'était peut-être en 2015, mais bon, les ordres de grandeur, on a parlé de 10 tonnes tout à l'heure. Et pour vous permettre de visualiser l'objectif de réduire à 3 tonnes. Donc, on a un effort tout à fait significatif. Au niveau de la région, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, vous avez les différentes balises avec les objectifs de réduction pour indiquer que, pareil, on est bien dans une trajectoire de diminution, mais qui est résolument à intensifier, et ce, pour l'ensemble des secteurs couverts par ces émissions. Alors, comment faire pour engager ces objectifs? De nombreuses pistes. Vous aborderez aussi l'ensemble de ces choses-là dans d'autres séquences, donc je ne vais pas m'étendre dessus, si ce n'est pour vous dire, je crois que vous aurez une présentation, je ne sais pas si vous aurez une présentation des scénarios de l'ADEME, mais vous avez le lien ici. Il fixe des pistes, des récits possibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050 en positionnant le curseur à différents niveaux. Est-ce qu'on pousse, en gros, le curseur peut
dans le changement de nos habitudes de consommation, mais que ce soit nous en tant qu'entreprise, particulier, etc., mais en misant sur le tout techno, c'est plutôt le scénario 4, pari réparateur. Ou est-ce qu'on mise sur vraiment un exercice de sobriété renforcé au niveau de nos sociétés avec une relocalisation de nos activités? Ça, c'est plutôt le scénario 1. Et on a un panachage de différents scénarios et différentes hypothèses de vie, mais toutes concourent à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc là, vous avez vu, selon les scénarios, la réduction des émissions attendues est plus ou moins importante. Mais derrière, la nécessité de stocker le carbone, parce que le pari, c'est on réduit nos consommations, puis tout ce qu'on émet en 2050, on l'a compensé, il est absorbé, séquestré par ailleurs. Et un recours pour le scénario le plus techno à des technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, en fonction d'un scénario, on voit aussi la faisabilité technologique qui est plus ou moins au rendez-vous, mais en tout cas, on a des pistes. Et enfin, je finirai avec quelques diapositives. En France, on a décortiqué, on a fait un travail de décortication, de précision sur les émissions de gaz à effet de serre moyennes d'un Français, donc pour donner une idée sur les marges de manœuvre. Alors encore une fois, ce n'est pas un Français moyen, donc par définition, il n'existe pas puisque ce ne sont que des valeurs moyennes, mais ce sont des ordres de grandeur qui reprennent l'ensemble des activités globales à l'échelle de notre pays. Donc, on voit qu'on a des grandes marges de manœuvre dans le cadre des déplacements, mais l'alimentation est un poste aussi majeur en facteur de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le chauffage et aussi les actes d'achat. Après, on a aussi tout le poste qu'on appelle dépenses publiques, c'est pour bénéficier d'un certain nombre de services. Donc, on voit que pour passer de 9,9 à 3 tonnes, c'est bien entendu l'ensemble des postes qui sont concernés. Et pour avoir une idée d'ordre de grandeur, qu'est-ce que 3 tonnes en un an, s'il faut arriver à une réduction de ces 3 tonnes, c'est 10 000 km en avion, par exemple. Donc, on voit la difficulté à maintenir, par exemple, des voyages à très longue distance, tous les ans, régulièrement, puisque si on veut tous passer à 3 tonnes, ça va être compliqué. Une approche qui me semble très importante, donc avec mes excuses, c'est en anglais, c'est d'indiquer que ce personnage fictif, ce Français fictif à 9 tonnes ou 10 tonnes de CO2 n'existe pas et qu'une analyse a été faite des émissions de gaz à effet de serre moyennes en fonction des revenus, ce qui me semble tout à fait intéressant pour voir que les 50, en fonction du coup des tranches de revenus, les 10% des revenus les plus élevés, eux, sont bien au-delà des 9 tonnes, ils sont à 24 tonnes. Les revenus, je dirais, plus moyens sont un peu en dessous à 9 tonnes. Et puis, pour les revenus les plus bas, on est à 5 tonnes. Donc ça, ce sont aussi des valeurs moyennes. Et dans les valeurs moyennes de ces moyennes, on a évidemment des habitants qui sont bien au-dessous des 9 tonnes et pour lesquels, pour le coup, pour avoir un niveau de vie satisfaisant, eux pourraient augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre quand d'autres ont des enjeux de réduction qui sont bien plus élevés. Donc, c'est aussi pour ajouter à votre grille d'analyse ces enjeux-là de répartition aussi des efforts. On peut imaginer plusieurs politiques publiques en fonction aussi des revenus. Plus les revenus augmentent, plus les émissions de gaz à effet de serre vont être importantes. Et on voit que la mesure de l'effort, si on passe en niveau intermédiaire en 2030, un enjeu, on dit on veut se mettre en dessous des 5 tonnes et puis dans une trajectoire pour atteindre 3 tonnes, on voit que les efforts ne seront pas du tout les mêmes à avoir selon aussi cette analyse en fonction des revenus. Et enfin, dernier point, une étude a été faite par le cabinet Carbone 4 pour avoir le poids de nos actions individuelles en tant que personne. Et je trouvais ça tout à fait intéressant parce qu'en gros, il mesure qu'à titre de particulier, on peut avoir un rôle, on peut aller grignoter, être à l'origine d'une réduction de 10 à 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est tout à fait significatif et pour un certain nombre d'entre nous qui ont ces marges de manœuvre-là, qui ne sont pas à 2 tonnes, mais peut-être à 10 ou au-dessus, on a une vraie marge de manœuvre, mais qu'on est bien dans une logique de réduction qui est collective et qui touche l'ensemble de notre fonctionnement socio-économique, technico-économique. Et que les enjeux de réduction majeurs, pour passer de 18, où on parle de 2 tonnes, alors si on est CO2 ou pas, les chiffres peuvent un peu varier, mais les ordres de grandeur sont là. On est bien sur des enjeux de décarbonation de l'ensemble de nos activités économiques et de notre société au global.
Donc voilà pour ces... Voilà, j'en ai fini. Avec mes excuses, on a un petit peu glissé, on avait commencé un peu en décalé, toutes mes excuses. Vous avez aussi le site de notre structure avec les informations présentées à l'échelle régionale qui sont toutes accessibles, téléchargeables, récupérables, sans problème. Et j'en ai terminé. Merci Amandine. Alors, il n'y a toujours pas de questions. On a encore 5 minutes pour échanger, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais une question. Est-ce que les accords internationaux là, qui ont été décidés se sont déclinés dans une majorité de pays comme en France par des accords nationaux comme tous ceux que vous nous avez présentés, notamment au niveau des pays les plus pollueurs? Est-ce que c'est voilà la majorité des pays les peu pollueurs jouent le jeu entre guillemets et s'attellent vraiment à cet objectif de neutralité carbone? Oui, alors la plupart, ils se sont engagés au niveau international. Ça s'appelait en anglais les NDC, je ne sais plus ce que ça veut dire, les contributions nationales de réduction d'émissions. Donc, ce sont des engagements formels apportés par chaque pays dans le cadre du respect des accords de Paris. Normalement, ce sont des engagements qui ont été retranscrits dans les législations, donc je ne sais pas en détail, mais il y a eu plus d'une centaine de pays qui ont été signataires de l'accord de Paris, donc ils ont porté des engagements. Malgré tout, ces engagements étaient identifiés comme étant insuffisants pour passer à 2 degrés. On était plutôt sur une logique de 3 degrés. Mais c'était au moment des accords de Paris, donc il avait été identifié qu'il fallait aller plus loin. Et que finalement, les signatures d'accords de Paris, c'était le signal, le point de départ pour mettre en place des mesures qui devaient nécessairement se durcir avec le temps pour pouvoir avoir cette courbe de trajectoire suffisante. Donc, il y a eu des engagements formels qui ont été mis, engagements de réduction à renforcer. Et après, maintenant, c'est évidemment à suivre et ça fait l'objet des autres conférences internationales des parties, là qu'on appelle, c'est justement les pays, c'est au titre des Nations Unies qui se réunissent pour faire le point sur le respect des accords. Mais ça a été pris effectivement de façon formelle. D'accord. Pas d'autres questions. Et une dernière question. Pour atteindre la neutralité carbone, vous avez évoqué la notion de séquestration carbone. Alors, nous, sur Oléron, on a des marais. Est-ce que vous avez des informations sur la capacité des marais à fixer le carbone, à séquestrer ce carbone? C'est des choses dont on parle un petit peu ici. Alors, les marais sont des atouts majeurs en termes de biodiversité, donc ils ont plein d'atouts, les marais, ils sont fondamentaux. Après, en termes de capacité à séquestrer le carbone, je n'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, indéniablement, on pense souvent seulement aux forêts en termes de séquestration de carbone, mais les sols ont un rôle majeur de séquestration aussi, de stock de carbone, et toute une série de surfaces type marais, forêt. Alors, je sais que des chiffres existent, mais effectivement, ce n'est pas seulement des forêts qui vont avoir un rôle de séquestration de carbone. Tout à fait. D'accord. Je n'ai pas le chiffre. Mais il joue un rôle. Avec mes excuses. Pas de problème. Oui. Eh bien, du coup, je pense que c'est bon. Moi, je voulais vous remercier parce que l'exercice n'était pas forcément évident et moi, j'ai trouvé que c'était très, très clair et très complet. J'ai appris des choses et c'était facile à suivre et bien expliqué. Donc, merci à vous pour votre intervention. Je voudrais remercier aussi notre service com, donc Bruno et Alice pour toute la logistique. Et donc la prochaine conférence, donc c'est la semaine prochaine à la même heure. Ça sera toujours la REC qui sera parmi nous et là on s'intéressera plus spécifiquement au profil et spécificités énergétiques en fait du territoire Nouvelle-Aquitaine et Oléron. Voilà. Donc merci à vous. Bonne soirée et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.